Bonsoir, soyez les bienvenus dans le Club de la Presse, le premier du mois de novembre. Et là, cette fois-ci, la météo nous le rappelle bien. Nous sommes en présence de 4 chroniqueurs. Anthony Villeneuve, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Du Républicain Lorrain. À vos côtés, Yann Lindingue. Bonsoir Yann. Bonsoir Jérôme. Le Républicain Lorrain. Entre autres, ouais. Le groupe Ebra et Moselle TV. En face, ils sont passés aussi par le Républicain Lorrain d'une façon ou d'une autre. Sylvain Villaume, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Pour circuit. Et à côté, Frédéric Schnur, Toumès. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Dites-moi, avez-vous eu la peau du chat de la dernière fois? Je l'ai eu. Donc nous serons tranquilles pour cette émission. Tant mieux. Il est vivant? Il va bien? Non. Attention, parce qu'en ce moment, ça n'est pas trop dans l'actualité. Il ne faut pas faire de mal aux animaux. Référence à une information, évidemment, parue ces derniers jours dans la presse. Allez, c'est parti pour les coups de gueule et les coups de cœur. C'est vous qui commencez avec un coup de gueule. Ouais. C'est un coup de gueule sur la mobilité. Oui, j'ai un coup de gueule sur la mobilité. Tous les matins, je déroule mon fil Twitter et je vois des frontaliers qui, tous les matins, se plaignent de suppression de trains, de modification d'horaires, de retard. Et en fait, on a un service qui fonctionne dans des conditions extrêmement dégradées depuis maintenant des années et qui fait vivre un enfer aux usagers. C'est extrêmement problématique parce que le nombre de frontaliers continue de progresser de manière très significative, très rapidement, pardon. Et on sait que face à cet enjeu d'augmentation de la mobilité transfrontalière, le train est évidemment une solution incontournable. Il est hors de question que tous ces nouveaux frontaliers prennent la voiture, ce serait une catastrophe environnementale. Et aujourd'hui, il faut dire que le service n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Alors sachant que, pour simplifier, la SNCF met à disposition les infrastructures, la région paye pour le service, et malgré les coups de menton de la région, ça n'est pas d'ailleurs la seule, la région Grand Est, ça ne progresse pas. On a beau dire je ne vais pas payer, Jean Rotner a beau dire je ne payerai pas ou pas la somme demandée, ça ne progresse pas. Après, il y a des aléas qui sont liés à des investissements, et ça, il faut les saluer. Il y a des investissements qui sont prévus, qui sont en train d'être réalisés, notamment côté luxembourgeois en ce moment, pour à terme améliorer grandement le service. Mais dans ces programmes de travaux, il y a des fiches horaires qui sont établies, et tous les matins, vous avez des trains qui sont supprimés alors qu'ils étaient prévus initialement. Donc il y a clairement un service qui n'est pas rendu, et en tout cas un cahier des charges qui n'est pas respecté. Qui veut partager ce coup de gueule? Je sais que vous prenez souvent les transports en commun, vous, Sylvain. Ah oui, mais pas pour aller au Luxembourg, mais ouais. Le service des bus, en tout cas dans la métropole messine, est aussi un peu dégradé, mais je crois que c'est davantage par l'absence de chauffeurs. Mais et effectivement, avec la même chose, des bus qui sont annoncés, et qui sont même annoncés sur l'appli en temps réel et qui ne viennent pas, c'est effectivement assez agaçant, mais je voudrais pas... c'est rien à côté de l'enfer, je pense, que les frontaliers connaissent les frontaliers. Voilà, donc un coup de gueule sur le service, notamment entre Metz et Luxembourg, sur les voies de la SNCF. Yann, coup de gueule, coup de cœur, je crois, plutôt sur un café social qui vous a plu. Oui, c'est le café social rue Mazel où il y a des associatifs, des gens, des volontaires, des bénévoles qui viennent aider aussi bien les anciens dans leur paperasse que des gamins pour faire leurs devoirs. Il y a quelques activités de gymnastique, etc. Et je pense qu'ils ne sont pas assez connus et surtout ils travaillent avec très peu de moyens. Donc c'est bien de les soutenir et puis de fréquenter le lieu, je pense. Comment sont-ils financés ? Je l'ignore, je crois qu'ils sont un tout petit peu financés par la ville, mais c'est vraiment 3 fois rien. Enfin, à part Metz, je crois qu'ils n'ont pas de financement et ils se débrouillent vraiment avec des bouts de ficelle. Alors vous aviez un coup de cœur pour le café social et puis vous restez dans la ville de Metz. Je vous l'autorise puisque ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu sur ce plateau. Vous aviez un coup de gueule sur la ville qui devient très touristique. Peut-être un peu trop à votre goût? Ah non, moi je trouve que c'est très bien que la ville devienne touristique, mais paradoxalement les boutiques ferment et les ZAC se démultiplient comme des champignons. Je veux dire, ça, il y a une absence de vision d'un point de vue des politiques, parce que d'une manière ou d'une autre, ils en profitent aussi à niveau de la métropole, au niveau régional, de l'ouverture des ZAC, et puis on déshabille Paul pour rhabiller les ZAC, et je trouve ça dommage qu'on
visite une ville-musée où finalement il y a plein de cellules vides, où la mairie a vaguement parlé de mettre des cafés associatifs à un moment, mais bon, je trouve que ça serait mieux de soigner un petit peu une réelle économie au centre-ville. Ouais. Sujet majeur, Frédéric Schnur, sur le commerce. On en parle régulièrement ici dans le Club de la Presse, avec notamment ces boutiques connues qui ont fermé dans la rue Serpenoise. Je pense notamment au printemps, évidemment, avec ces grandes surfaces. Grosse emprise, oui. Grosse emprise avec des cellules qui nécessitent d'être adaptées, avec effectivement une situation où les commerçants ne sont pas forcément eux-mêmes toujours adaptés à la situation. On parle notamment du numérique, mais pas que. Et puis un défaut de stratégie à une échelle municipale qui provoque, et depuis de nombreuses années, il y a eu beaucoup de tentatives, mais à chaque fois rattrapées par la patrouille ou manque de moyens, qui font que voilà, c'est effectivement une rue serpenoise c'est un peu désespérant parfois. Il n'y a pas que la rue Serpe, que de la rue Serpe. Mais... Puisque vous avez la parole plutôt, Frédéric Schnur, vous êtes très sérieux ce soir, messieurs, dans votre coup de cœur. Vous avez aussi un coup de cœur très sérieux. Vous prenez de la hauteur. C'est un coup de cœur et un coup de projecteur parce que le 8 novembre, il y a quelques décennies de cela, des gens se sont mis autour d'une table pour parler d'une armistice qui a été signée le 11 novembre 1918 à 5h45. On arrive sur le 11 novembre et ses commémorations. Et en fait, je pense que j'ai pas l'impression qu'on se souvienne en réalité. Et je voudrais prendre une minute pour citer quelques chiffres pour que les téléspectateurs puissent prendre ou reprendre la mesure. On parle de 70 millions de soldats mobilisés, avec à l'intérieur de ça 10 millions de morts et 20 millions de blessés. C'est juste des chiffres qui sont stratosphériques. On peut les illustrer un petit peu différemment. On peut rajouter aussi 5 à 10 millions de morts parmi les populations. Ça fait plus de 20 millions de morts et plus de 21 millions de blessés. Ça fait, sur une journée la plus meurtrière, c'est 19 morts par minute. Je rappelle qu'à Verdun, c'est 777 000 morts. Dans la Somme, c'est 1,2 million. 100 000 morts, c'est gigantesque. C'est 10 millions de réfugiés dans toute l'Europe, 1,5 million de Russes blancs, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins. Bref, c'est un jour férié. Mais c'est un jour de commémoration. Il y a 36 000... Vous militez pour le devoir de mémoire. Je pense qu'à un moment ou un autre, il faut quand même s'en souvenir, parce que, bien sûr, il y a tous les événements qui sont autour de nous, mais il faut aussi s'en souvenir, tout simplement, que ce n'est pas juste un jour férié, c'est aussi, quelque part, la symbolique de derrière ça, plus de 75 ans de paix en Europe. Plutôt que de cracher dessus, aller prendre ses roubignoles et aller au musée de l'Annexion, aller à la maison Robert Schuman et prendre la mesure de ce que c'est que le 11 novembre. C'est pas juste un jour férié, on fait son jardin. Frédéric Schnur, en stature d'homme d'État ce soir dans le Club de la Presse. Prochaine étape, c'est se présenter à une élection. Alors, je ne sais pas encore laquelle, vous choisirez. Évidemment. Ça risque pas. Sylvain Villaume, on reste justement dans cette stature d'homme d'État. Ça va durer une petite minute. Je vous propose qu'on regarde et puis ensuite on en parle. Voilà ce qui s'est passé. C'était au Sénat. Je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière. On l'écoute. Camarade Jean-Pierre Sueur vous aura exposé la position du groupe socialiste sur les grandes lignes du texte. Je me concentrerai pour ma part sur l'article 7 qui impose au cabinet conseil travaillant pour l'État de bien vouloir, s'il vous plaît, employer la langue française dans les échanges avec l'administration et dans la rédaction de leurs documents. Cet article est issu d'une des recommandations de cette commission d'enquête où j'ai siégé avec plaisir et grâce à laquelle nous avons pu mesurer ce qui se passe dans les coulisses de ces marchés publics où, diapositive après diapositive, les cabinets offrent les solutions adéquates que ne sauraient trouver par elles-mêmes les administrations. J'aurais pu dire, pour me faire mieux comprendre de l'écosystème qui nous occupe et qui nous écoute peut-être, que j'ai fait partie du board de la commission qui a mesuré behind the scene comment slide après slide, les consultants juniors et seniors d'un même practice font des propals pour offrir les bons feedbacks et les key learnings à leurs prospects publics. Chers collègues, si comme moi vous n'entendez rien à ce sabir, rassurez-vous, la commission d'enquête, je remercie Eliane Assassi, a annexé au rapport un glossaire du vocabulaire dont les cabinets conseils inondent leurs clients. Mais inquiétez-vous et inquiétons-nous de la situation qui a rendu ce glossaire malheureusement indispensable.
Voilà, pardon, c'était un peu long, mais je pense qu'il était nécessaire de replacer ce contexte, cette image dans son contexte. Donc, Mickaël Vallet, sénateur, qui prend la parole pour évoquer un glossaire à destination des cabinets. Ça paraît, qui conseille le gouvernement, ça paraît incroyable qu'on en soit arrivé là. Oui, en fait, une commission d'enquête parlementaire a travaillé sur l'apport des cabinets de conseil et à la faveur de cette enquête-là, on s'est aperçu qu'une drôle de langue était employée par ces gens-là. Alors déjà, je trouve que je ne connaissais pas Mickaël Vallet, sénateur socialiste. Ils sont pourtant pas nombreux, on devrait les connaître. Je trouve déjà que la satire est assez brillante et je conseille à tout le monde d'aller jusqu'au bout de son intervention. Mais c'est surtout salutaire parce que le sujet est absolument pas anodin. Il me paraît même essentiel. Dans son intervention, ce sénateur rappelle qu'il y a un enjeu démocratique et il est évident, c'est que on creuse avec ces pratiques-là le fossé entre le peuple et ses représentants, ses élites, etc., etc. Il ne s'agit pas de figer la langue. Je suis un adepte d'Alain Ray, donc c'est vous dire si l'apport de langues étrangères dans la nôtre ne me pose pas de problème quand c'est nécessaire, voire indispensable. Mais la situation est quand même assez... On travaille tous avec des communicants, nous en sommes parfois même nous-mêmes. J'aurais aimé que vos caméras me filment le jour où pour la première fois j'ai découvert qu'une attachée de presse parisienne d'une maison d'édition que je ne citerai pas a terminé son message en me disant qu'elle s'en occupait à SAP. As soon as possible. Oui. Et là, je le connais, oui. Tout récemment, j'ai un message aussi qui s'est terminé par best. Donc même les anglicismes on les termine pas quoi. Oui, d'accord. C'est pas best wishes ou best quelque, c'est best tout court. Voilà. Mais c'est pas tant l'emploi d'anglicisme qui est gênant que l'invention de tas d'expressions pour dire des choses qu'on pourrait dire dans notre langue et pour terminer là-dessus c'est la raison pour laquelle le Sénat s'est emparé de cette question-là, c'est que il rappelle que quand on est payé par le contribuable, on le sert dans sa langue. Voilà. Ce qui paraît logique. On aurait pu faire un sujet carrément sur ce dossier, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps. Je propose qu'on passe tout de suite au premier thème. Souriez, vous êtes verbalisé, donc après Voipi, Metz a mis en service un système de vidéo-verbalisation dans le quartier de l'amphithéâtre. Service expérimental, mais on parle déjà d'une extension possible place de la République. Alors j'aimerais entendre vos avis sur cette mise en service qui n'est pas très originale, puisque après recherche, de nombreuses villes le pratiquent en France. Anthony. Oui, alors ce qu'il faut déjà préciser, parce que derrière le terme vidéo-verbalisation, il y a quelques fantasmes, oui. C'est qu'aujourd'hui ça ne concerne pas le stationnement payant. C'est-à-dire si vous ne payez pas votre rodateur, vous ne serez pas verbalisé par la caméra. Ce qu'on nous annonce, et il sera important de voir les types de verbalisations qui seront dressées, c'est que seront prioritairement sanctionnées les infractions au code de la route qui peuvent être particulièrement dangereuses. Et en ce sens, j'ai envie de dire pourquoi pas, puisqu'il suffit de se promener à pied, à vélo ou même en voiture à Metz pour constater tous les jours des gens qui sont garés sur les pistes cyclables, qui sont garés sur des arrêts de bus, qui ne respectent pas des sens interdits, qui grillent des feux et qui font encourir un danger à d'autres usagers de la route. Donc voilà. Pourquoi pas ? Si c'est dans cette optique-là que c'est pratiqué, moi je trouve que c'est une bonne mesure. Si les gens ont le sentiment que ça devient du flicage et qu'ils sont traqués et qu'ils sont verbalisés de façon abusive, il y aura évidemment quelque chose qui relèvera de l'incompréhension. Hervé Niel, l'adjoint au maire de la sécurité, chargé de la sécurité et de la tranquillité publique, le dit dans les colonnes du Républicain Lorrain. On se fiche de savoir si monsieur Trucmuche est avec madame Tartampion. C'est vraiment la sécurité qui, lui, l'importe, Yann, pour contrer un peu ceux qui pourraient imaginer que Big Brother is watching you. Big Brother, yes, Big Brother is watching us. Yes. Alors, moi, je vais faire une réponse digne d'un élu RN. Je
suis désolé, mais je préférais qu'il y ait des policiers en chair et en os. Je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais cet été, il y a des jeunes qui se sont fait suriner à mort en plein centre-ville la nuit. Je préférerais vraiment qu'il y ait une présence, d'abord une présence physique pour éviter ce genre de drame. J'habitais rue Serpenoise, toutes les nuits, il y avait des bagarres infernales. Donc, commençons peut-être par là, au lieu de sur-verbaliser sur ce genre d'infraction. Faisons les deux, mais une présence physique d'abord, quoi. En sachant que sur cet espace, c'est un pôle multimodal, c'est le terme employé pour celles et ceux qui l'utilisent, qui vont à la gare, emmener, rechercher des proches. Pardon d'être un peu trivial, c'est mal foutu et il y a très peu de place pour le nombre de passagers. Je ne sais pas combien il y a de passagers dans un TGV pour Paris ou qui revient d'une autre destination, mais il n'y a pas 500 places de voitures. Il n'y a pas 500 places de voitures. L'espace n'a pas été prévu pour la multimodalité, ou alors, enfin éclaté, bizarre. Enfin bon, c'est pas fait pour. C'est vrai que ça fait partie, comme disait Anthony, de la somme des incivilités qui agacent des centaines de fois par jour et qui ne sont pas traitées parce que sinon, ou alors il faudrait mettre un îlot avec un policier en civil. Il y en a une vingtaine qui ont été recrutés, je le rappelle quand même récemment. Après, c'est vrai que ça accentue la pression quand même sur le citoyen contribuable, mais à un moment ou à un autre, un pôle multimodal déjà mal foutu comme ça, il faut de la fluidité et il faut éviter que ce soit l'enfer. Il y a d'autres moyens d'accéder à la gare, malheureusement ou heureusement. J'aurais tendance à dire c'est aussi une question de changement d'habitude. Si on pouvait, on déposerait les gens sur le quai en voiture. Donc il faut quand même prendre un petit peu cette mesure-là. Et Hervé Niel, qui dans une autre interview au Républicain Lorrain disait aussi, il l'a envoyé la ville a envoyé aux rédactions de Metz et de la Moselle, il y a 4 parkings à proximité avec des temps gratuits entre 15 et 30 minutes pour pouvoir aller déposer tranquillement ses amis ou les membres de sa famille. C'est exactement ça, et je pense que il y a un problème d'habitude effectivement, et peut-être même d'information, parce que je pense que si les usagers savaient vraiment qu'ils peuvent aller 10 minutes gratuitement, enfin une demi-heure en l'occurrence, donc ça laisse beaucoup plus de temps. Par exemple, sous le parking du centre Pompidou. Je pense qu'il le ferait peut-être plutôt que de se garer sur les trottoirs ou dans les couloirs de bus de la station qui est à l'arrière de la gare SNCF. J'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qui a été dit, sinon par rapport aux moyens humains, que pourtant des moyens financiers et humains ont été consacrés récemment par la municipalité à la police municipale, et que pour autant on n'en voit pas les effets, pas seulement à l'arrière de la gare. Il suffit de se déplacer un peu à vélo ou à pied à Metz pour constater que les voitures sont devenues les reines des trottoirs et des pistes cyclables. Donc même si je suis pas un grand fan de la répression, de la verbalisation et de la vidéosurveillance, qui est pour moi plus de la surveillance que de la protection souvent, il faut bien admettre que ces incivilités-là nous gonflent encore davantage, quoi. Il faut savoir aussi que c'est un sujet qui n'est pas forcément un sujet clivant droite-gauche, puisque la ville de Nancy vient de voter la vidéo-verbalisation, et dans la liste des villes françaises, on a des villes de tous bords qui la pratiquent, Anthony. Non, mais on parlait des conflits d'usage entre ceux qui utilisent des mobilités douces et durables et ceux qui utilisent la voiture. Aujourd'hui, vous avez à Metz et dans d'autres villes des cyclistes qui sont excédés par le comportement de certains automobilistes qui les privent du peu d'espace qui leur est accordé sur la chaussée. Et c'est pareil pour les piétons. Des gens qui se garent sur les j'ai eu des enfants en bas âge, quand vous vous promenez avec une poussette et que vous avez des gens qui se garent sur les passages piétons, que vous ne pouvez pas descendre du trottoir, je veux dire, au bout d'un moment, comme le disait Sylvain, on ne pourra pas mettre un policier devant chaque passage piéton. Donc s'il y a une caméra et s'il y a quelqu'un qui peut verbaliser ce genre d'incivilité, pour moi ça ne relève pas d'une question de droite ou de gauche, c'est une question de respect des règles du code de la route. Voilà. Allez, on va voir le dessin de Lindingre, ici même. D'ailleurs, il avait choisi la couleur du pull en fonction du dessin qu'il a fait aujourd'hui. La police filme, le passager dit mort aux vaches, et la conductrice lui dit fais donc attention, les caméras lisent sur les lèvres. Voilà. Qu'est-ce que c'est drôle. Oui, qu'est-ce que c'est drôle. Ça fait toujours bizarre d'avoir l'auteur du dessin sur le plateau. Allez, le deuxième sujet, rapidement, c'est parti.
Nous allons parler de Lorraine Aéroport, l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, Lorraine Airport qui a changé autant de fois de nom que Moselle TV. Ça, c'est une boutade interne. Donc, fortement impacté par la crise du coronavirus, eh bien, l'aéroport reprend un peu de couleur avec le retour des liaisons vers l'Algérie. Il faut s'en féliciter, Sylvain. Depuis le coronavirus, c'était un peu morne-plaie. On était tombé à 19 500 passagers. En 2021. Je crois d'abord qu'il faut, pour l'aéroport, j'imagine que oui, évidemment, mais je crois surtout que c'est une grande avancée pour la diaspora algérienne. On a tous des 300 000 en Lorraine. On a tous des amis ou des connaissances qui depuis le Covid galèrent à aller retrouver leur famille pendant les vacances ou à les accueillir, etc., etc. Donc, je crois que l'avancée, elle est déjà pour la diaspora algérienne qui est dans ce bassin de vie là. Pour l'aéroport, je ne sais pas trop comment il pourrait se développer maintenant avec des vols domestiques. On a dans une vie antérieure que nous avons partagée, enfin professionnellement, oui. J'entends. Jérôme, il nous est souvent arrivé d'utiliser cet aéroport-là pour aller en reportage à l'autre bout de la France, voir des matchs de football du FC Metz par exemple. Oui. Il y a une époque où on passait même par Clermont-Ferrand. Oui. C'était un hub. Pour aller dans le sud-est ou dans le sud-ouest, c'est des déplacements qu'évidemment aujourd'hui on effectue en train. Donc le développement de l'aéroport, je ne sais pas jusqu'à quel point il est vraiment possible en fait, d'un aéroport comme celui-là. Là, on se réjouit. Ce sont 60 000 passagers par an qui sont estimés selon les dirigeants de l'aéroport. On se réjouit, mais bon, voilà, 60 000 comparé, je rappelle, on est à 2 millions sur l'aéroport du Luxembourg. Moi, j'adore ce petit aéroport. C'est dommage qu'il y ait peu de destinations. Donc, j'y vais rarement. Mais j'aime bien parce qu'on ne s'y perd pas. Ça, c'était comme si c'était un autre dessin. Oui, c'est vrai que c'est petit. Il n'y a pas de quoi. Ça me plaît. Et puis, c'est quand même chouette. Alors là, je ne parle pas du tout en écolo ou quoi que ce soit, mais d'avoir un aéroport à 25 km de chez soi, moi, je souhaiterais qu'il se développe. Enfin, bon, alors, c'est ça. Anthony, votre voisin, met le doigt sur quelque chose, évidemment, de majeur. C'est, voilà, il est tout près de chez nous. Malheureusement, les destinations sont très limitées. C'est soit on part en Algérie, soit on va à Marseille, Lyon, Toulouse et encore 2 ou 3 fois par semaine dans un 19 places pas très confortable et à un prix qui peut vous emmener normalement pour New York ou le Japon. Pas loin. La question, effectivement, c'est très bien pour la diaspora, tout le monde est content, mais la question c'est est-ce que il est raisonnable d'investir autant d'argent, de dépenser autant d'argent public pour faire fonctionner un aéroport dans lequel il n'y a qu'une seule compagnie régulière, je parle de gros porteurs, et une compagnie de petits avions comme vous l'avez dit. Donc au bout d'un moment, j'ai l'impression que depuis des années, on retarde une décision qui un jour sera inévitable. Dans les faits, l'aéroport de Metz, il est à 80 km au nord, tout le monde le sait. C'est l'aéroport de Luxembourg qui aujourd'hui assure la plupart des dessertes et permet aux Messins de partir en longue distance quand ils en ont besoin. Plus de 50% de la clientèle de Luxair, pour ne pas citer la compagnie, je crois, est Mosellan. Donc c'est vous dire si évidemment l'aéroport, comme vous le dites, Mosellan est au nord. Frédéric Nuon, vous pensez que cet aéroport, c'est un coup d'épée dans l'eau. 8 700 000 € investis depuis 2016 par la région pour renflouer les caisses de l'aéroport Lorraine Aéroport, pardon. Est-ce qu'il a un avenir au-delà de ces liaisons un peu particulières avec l'Algérie ou d'autres destinations ? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un petit peu la carte, comme disait Anthony, il y a Strasbourg d'un côté, il va y avoir Mulhouse-Bâle en fait, et Luxembourg, c'est un truc qui a pris un petit peu une claque. Par contre, il y a surtout, excuse-moi Frédéric, il y a surtout Roissy-Charles de Gaulle à 1 heure de TGV. Oui, et Roissy à 1 heure de... Ouais. Ça, c'est pour les grandes destinations. Maintenant, sur les destinations intermédiaires, les compagnies intermédiaires aussi, sur un autre type de maillage, ça c'est une première chose où il n'y a pas eu, lorsqu'il y a eu une volonté politique, il y a eu une opposition telle qu'on voulait faire mourir cet aéroport. Je suppose que ce sont essentiellement ceux qui vivaient autour, à tort ou à raison, je ne sais pas pour en discuter, mais c'est le fait de quelques-uns. On ne peut pas refaire l'histoire. Moi, je m'interroge par contre sur cette place assez importante qu'occupe
cette région, on va dire, entre Metz et Nancy du point de vue de la logistique, finalement, pour faire venir par tanker ou supertanker des marchandises, il y a des alternatives. Donc le transformer en aéroport plus logistique. On dépense, et la collectivité Grand Est dépense des millions pour son attractivité. D'accord, des millions et des millions sur des salons du monde entier. Quand il y a une volonté politique d'aller démarcher des transporteurs, d'aller démarcher des gens qui ont besoin de logistique, on sait les trouver. Moi, je pose la question, pourquoi ce n'est pas le cas pour l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine ? Voilà, ce sera la question de Frédéric Schnur, décidément en stature vraiment d'homme d'État ou d'élu ce soir dans le Club de la Presse. Le deuxième dessin de l'Indingre aujourd'hui, l'aéroport régional, reprise des liaisons avec l'Algérie. C'est bon, je peux partir à Alger, dit le monsieur à gauche avec son ticket. Et de l'autre côté, on lui demande, tu nous ramèneras du gaz. Qu'est-ce que c'est drôle, Merci beaucoup. La citation, je vais vous faire participer rapidement. On va la voir, je vais vous la citer. J'ai été chanceux, mais ce n'est pas comme si tout n'était que du bonheur. Certaines des choses qui vont s'arrêter ne vont pas me manquer. Qui a dit ça ? Ribéry. Non. Jean d'Ormesson. Non. C'est d'actualité, vraiment d'actualité. Et on va voir le nom donc de celui qui a prononcé ça. C'était cette semaine, Gilles Simon, évidemment, puisque c'était son 898 dernier match de sa carrière. Et parmi les choses qui ne vont pas lui manquer, ça va sans doute vous faire sourire, mais on se demande toujours comment ces sportifs de haut niveau font. Les aéroports ne vont pas lui manquer, et surtout le repas du sportif, poulet et riz avant les matchs. Voilà, on peut le comprendre. Gilles Simon, qui était ici en 2018 au Moselle Open, c'était une de ses 3 victoires en Moselle. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé au Club de la Presse. Très bonne soirée sur Moselle TV. À la semaine prochaine.